Le Mali, toujours le Mali et encore le Mali uni, solidaire et indivisible. C'est de cela dont il est question au Forum national de Tombouctou sur la paix, la réconciliation nationale et le développement. Les travaux ont commencé ce matin sous la présidence du ministre de la Sécurité Sada Samaké dans la ville des 333 Saints. Également dans ce journal, un dossier sur les branchements anarchiques de l'électricité dans la capitale. Comment les prévenir? Quels sont les dangers liés à ces phénomènes? La réponse dans cette édition. Nous allons aussi voyager dans le Mali profond à la rencontre de la culture bois. Cheikh Oumar Sangaré nous amène dans le village de Mafouné, situé à la frontière Mali-Burkina Faso. C'est là où on danse les fleuris Nimini et le bébé. Dimanche 20h, bonsoir et merci de votre présence. Le président de la République a quitté Bamako aujourd'hui pour Bruxelles. Ibrahim Boubacar Keïta est invité au sommet Union européenne-Afrique. Il a été accompagné à son départ à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre Oumar Tatamli, des membres du gouvernement et des membres des corps constitués. Voilà, c'était ce matin à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le président qui a quitté Bamako donc aujourd'hui pour Bruxelles. Le chef de l'État est invité au sommet Union européenne-Afrique. Il a été accompagné par le Premier ministre Oumar Tatamli, des membres du gouvernement et des membres des corps constitués. Le président qui quittait donc Bamako ce matin pour Bruxelles, accompagné par le Premier ministre Oumar Tatamli à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le président va prendre part à Bruxelles au sommet Union européenne-Afrique. Un mot sur les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont pris fin hier à Yamoussoukro. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué final lu ici par le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Ouédraogo. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Amadou Sankari. Au titre de la paix et de la sécurité, les chefs d'État et de gouvernement notent avec satisfaction la consolidation progressive des processus de transition dans la région, manifestée à travers la conclusion réussie des élections présidentielles et législatives au Mali, la tenue pacifique des élections législatives en Guinée et au Togo, ainsi que les avancées significatives enregistrées vers la tenue des élections générales en Guinée-Bissau. Dans la perspective des importantes élections prévues en 2015 au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Nigeria et au Togo, la conférence exprime sa ferme détermination à contribuer à ce que ces scrutins se tiennent dans un environnement paisible, consensuel et en conformité avec les normes régionales. Profondément préoccupés par les effets dévastateurs de l'extrémisme violent et de la recrudescence des crimes transnationaux organisés, notamment le terrorisme, la piraterie, les trafics d'êtres humains, d'armes et de drogue, les chefs d'État et de gouvernement condamnent avec force les atrocités continuellement perpétrées par des réseaux terroristes et criminels dans la région, en particulier au nord du Mali et au nord du Nigeria. Ils réaffirment leur engagement résolu à lutter contre ces fléaux et exhortent les États membres et les partenaires à intensifier à cette fin les efforts concertés. Pour rendre hommage à leur engagement à la cause de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest, les chefs d'État et de gouvernement ont décoré le général Soumaïla Bakayoko, chef d'État-major de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice des chefs d'État-major de la CEDEAO, le général de division Cheikh Ousmane Abdul Kadir, commandant des forces de l'AFISMA, ainsi que feu le général de brigade Yaye Garba, commandant adjoint de la MISMA à titre posthume. Il décide d'honorer également les vaillants soldats
qui ont risqué leur vie au service de la MISMA. La conférence s'associe au témoignage de reconnaissance que son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, a adressé au nom du peuple malien et du gouvernement malien à leurs Excellences Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence, Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Ebele Jonathan, médiateur associé pour le Mali, Thomas Boni Yahi, ancien président en exercice de l'Union africaine, et Kadri Désiré Ouedraogo, président de la Commission, en leur décernant des distinctions pour leur contribution exceptionnelle au dénouement de la crise dans son pays. La conférence remercie son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta pour cette marque de considération à l'endroit de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement se félicitent de la signature du mode opératoire sur le cantonnement des groupes armés et exhortent toutes les parties prenantes de l'accord préliminaire de Ouagadougou à assurer sa totale mise en œuvre. À cet égard, ils réitèrent leur appel à tous les groupes armés non étatiques du Mali pour qu'ils déposent les armes, se soumettent au cantonnement et participent à la recherche d'un règlement pacifique des différends dans le cadre du dialogue inclusif national. La conférence encourage le gouvernement du Mali à assumer la pleine responsabilité de la tenue du dialogue inclusif intermalien devant favoriser la réconciliation nationale avec l'appui de la CEDEAO et de la communauté internationale et à en diligenter les préparatifs. Le sommet félicite son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, et son gouvernement pour les efforts engagés en vue de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, de la reconstruction nationale, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit, du respect des droits humains dans le pays. Le sommet encourage le gouvernement du Mali à poursuivre la lutte contre l'impunité, les violations graves des droits humains ainsi que la corruption, dans le strict respect de l'état de droit. La conférence entérine les conclusions du Conseil des ministres sur la revue a posteriori des initiatives et réponses de la CEDEAO à la crise multidimensionnelle du Mali. Sur la Guinée-Bissau, la conférence adresse ses félicitations au président par intérim, son Excellence Manuel Serifo Namadjo, au gouvernement de transition, à l'Assemblée nationale populaire et à toutes les parties prenantes du processus de transition en Guinée-Bissau pour leur abnégation et leur sens du compromis, qui ont permis au pays d'avancer progressivement vers la tenue des élections générales prévues pour le 13 avril 2014. Elle les exhorte à maintenir le même état d'esprit et la même attitude pendant et après le scrutin. À marge des travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la République a rencontré les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Lors de la rencontre, le chef de l'État a rappelé l'indivisibilité du Mali. Il a aussi demandé à la communauté malienne de rester soudée pour le bonheur du peuple malien. Le point, c'est avec nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Amadou Sankaré. En République de Côte d'Ivoire vivent plus de 3 millions de nos compatriotes. On les retrouve dans presque tous les secteurs de développement de ce pays d'accueil. Pour cette visite du président de la République à Yamoussoukro, nos compatriotes sont mobilisés pour saluer ce déplacement du chef de l'État. Après cet accueil populaire, IBK a rencontré la forte communauté malienne. Au cours des échanges, les Maliens de Côte d'Ivoire ont sollicité l'appui du président de la République pour la mise en place d'un fonds d'appui pour soutenir ceux d'entre eux qui ont tout perdu pendant la crise ivoirienne. Mais avant, ils ont tenu à réaffirmer au chef de l'État leur attachement au Mali. D'ailleurs, pour eux, il ne peut y en être autrement. Prenant la parole, le président de la République dira que le Mali a besoin de tous ses fils, à quelque niveau que ce soit, pour son développement. Il a saisi cette occasion pour informer les Maliens de Côte d'Ivoire des initiatives en cours pour sortir définitivement notre pays de la crise. IBK a profité de ce voyage de Yamoussoukro pour réitérer son appel aux groupes armés de déposer les armes et de venir à la table de négociation, car sans paix, pas de développement.
Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette rencontre avec les Maliens de Côte d'Ivoire juste après ce journal. Quittons la Côte d'Ivoire, direction la ville des 333 saints au Mali où s'est ouvert ce matin le Forum national de Tombouctou sur la paix, la réconciliation nationale et le développement. C'était sous la présidence du ministre de la Sécurité, Sada Samaké, qui a ouvert la rencontre avec ce message fort, celui d'avoir la sagesse de nous donner le temps de restaurer la confiance, de réhabiliter la justice et de lutter contre la corruption. Faisons le point sur place avec notre correspondant Adama Djimde. Le Forum national de Tombouctou sur la paix, la réconciliation et le développement regroupe toutes les sensibilités. Population noire comme blanche, déplacés, réfugiés et celles restées sur place, associés aux Tombouctousiens de la diaspora, toutes sont sur place. À l'appel du département en charge de la réconciliation nationale. Vous saurez vous écouter les uns les autres, vous dire la vérité en face et de trouver les réponses adéquates aux préoccupations communes, dans un esprit de solidarité, de cohésion et d'unité dans la diversité. Aujourd'hui, Tombouctou retrouve ses repères d'antan. Après une longue période de turbulence et d'occupation par des envahisseurs obscurantistes, il me plaît de saluer la mobilisation de tous les segments de la société malienne qui ont pu parvenir à la paix, à la cohésion entre toutes les communautés liées par un destin commun et le même sang. La paix et le développement doivent venir d'abord de la base. C'est pourquoi le ministre en charge de la décentralisation, le président du Haut Conseil des collectivités et certains anciens ministres sont de la partie. Les différents délégués vont plancher sur la problématique sécuritaire, le développement accéléré des régions nord du Mali, la reprise de l'administration et la réinsertion socio-économique des rapatriés. Pour accompagner le Mali sur la voie de la réconciliation, certains pays amis dont le Niger affichent leur disponibilité. Nous sommes venus ici, une forte délégation de la présidence de la République du Niger, de la primature du Niger et de toutes les institutions de la République pour apporter notre message de solidarité. Vous savez très bien que tout ce qui touche le Mali touche le Niger. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était bon de venir voir ce qui se passe au niveau régional et en particulier dans la ville symbolique de Tombouctou. Le Forum régional de Tombouctou est un moment singulier de dialogue entre les Maliens. Pour le gouvernement aujourd'hui, le Nord est la priorité. Selon le ministre Samaké, le Mali en général et Tombouctou en particulier viennent de loin. Il nous faut, poursuit-il, avoir la sagesse de nous donner le temps de restaurer la confiance et réhabiliter la justice. Santé, vous le savez déjà, le virus de la fièvre hémorragique Ebola a récemment fait son apparition en Guinée-Conakry pour renforcer le dispositif de protection des populations maliennes contre cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a remis ce matin au ministère de la Santé 5000 kits de prévention contre le virus de l'Ebola. Ramata Konaté, reportage. C'est une cérémonie de remise simple mais très significative puisqu'il est question de protéger les Maliens contre la fièvre hémorragique Ebola. Ces kits de protection personnelle pour les agents de santé sont composés de blouses, de lunettes de protection, de respirateurs entre autres. Les kits que nous allons remettre aujourd'hui, donc un nombre de 5000, rentrent dans le cadre de la prévention et de la surveillance du risque par rapport au virus donc à fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Guinée. Nous avons le plaisir de recevoir ces équipements qui vont permettre au personnel de santé de se prémunir contre la maladie parce qu'il a été historiquement établi que cette protection du personnel est également essentielle pour éviter la propagation. Ces équipements de protection individuelle vont être distribués sur le terrain sans attendre. La valeur de ces kits est estimée à plus de 26 millions de francs CFA. Ce geste de l'OMS vient renforcer le dispositif de prévention contre la fièvre hémorragique Ebola, une maladie très souvent mortelle et transmise principalement par la chauve-souris.
Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement continue son travail de suivi des journées de salubrité. Je vous rappelle que ces journées ont été lancées par le gouvernement le 25 février dernier. Ousmane Adrissa a sillonné hier matin les communes 3, 4, 5 et 6 du district de Bamako. Et le constat est satisfaisant, nous indique Youssouf Diakité. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, en se rendant sur le terrain pour constater de visu les avancées faites en matière d'assainissement depuis le lancement de la journée de salubrité nationale, voulait une fois de plus manifester son attachement au succès de l'opération d'urgence et aux idéaux du président de la République dans le combat contre les ordures. J'ai constaté que spontanément, les jeunes, les femmes, les GIE, les associations de tout genre dans notre pays se mobilisent tous les derniers samedis du mois, de façon plus régulière d'ailleurs, pour vraiment rendre nos cités propres, notre cadre de vie serein. Ça me fait énormément plaisir, je suis très ravi. Plusieurs associations et groupements de jeunes et de femmes s'approprient désormais ce combat contre les ordures. Aujourd'hui, ça a tombé à la journée de la salubrité nationale. C'est pourquoi on a essayé de faire sortir tout le monde pour balayer le marché et à l'entour du marché, et plus le goudron. L'association Sanuaton de Djikoronim Para en est une parfaite illustration. Une association qui a particulièrement retenu l'attention du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Je constatais que c'est ici le fondement. Pour être membre de cette association, il faut d'abord être obligatoirement un responsable de concession. Je pense que nous allons travailler avec elle pour voir comment profiter de son expérience et essayer de voir comment la généraliser à l'ensemble des quartiers de Bamako. Le combat est collectif et ne pourra être gagné collectivement, expliquent tous les intervenants. À présent, cette question, quels sont les dangers liés au branchement anarchique de l'électricité? Le phénomène est en passe de devenir une question de sécurité nationale. Ce soir, notre rédaction s'intéresse à ce fléau qui touche beaucoup de quartiers de la capitale. Le dossier est signé Khadija Toukouni. Le branchement anarchique de l'électricité prend de l'ampleur dans beaucoup de quartiers de Bamako, notamment les quartiers périphériques. Sénou se singularise par ce phénomène. À moins de 10 km de Bamako, la majeure partie des foyers de ce 10 quartiers sont branchés anarchiquement. Les fils électriques traînent partout et pas besoin de poteaux électriques, une simple branche d'arbre peut faire l'affaire. Tout le monde achète des fils, souvent des fils de 4 km. Et puis chaque famille a un sous-compteur. Un seul compteur, il y a à peu près 30 familles. 30 familles pour avoir au moins la lumière. L'énergie du Mali est-elle au courant de ces branchements illicites? Pour répondre à votre question, à savoir si nous sommes au courant, oui, nous sommes au courant. Les branchements anarchiques en électricité sont des installations qui sont combattues par EDMSA. En tout cas, pas tolérées. Et pour 3 faits majeurs. D'abord, ça dégrade l'image de la société, parce que ce n'est pas normé. Ensuite, ça dégrade la qualité du service fourni aux abonnés normaux. Et troisième facteur, c'est sujet à tous les risques que ça peut créer, risque d'incendie, d'électrocution. Si ce n'est pas les agents de l'énergie du Mali, qui peut donc favoriser ces branchements? Certainement pas l'énergie du Mali, mais nous les voyons. Les premiers responsables, les autorités municipales. L'EDM est au courant de tout ce qui se passe ici à Sénou. La bonne preuve est que les factures nous arrivent mensuellement et on sait à travers le montant qui figure sur ces factures qu'il y a en tout cas une grande consommation. Et une grande consommation, ça ne peut pas se faire avec un seul ménage. C'est quand même eux qui gèrent la population, c'est eux qui sont nantis de leur confiance. Nous sommes un opérateur en charge de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. Il y a les agents de l'EDM et il y a d'autres personnes qui font ces branchements. À cause de ces branchements anarchiques, 2 personnes ont été électrocutées ici à Sénou.
Nous prenons l'électricité avec ceux qui ont les compteurs de l'EDM, mais ils nous vendent aussi l'unité, mais pas au même prix que l'EDM. Ce qui est entre les propriétaires des compteurs et l'EDM, nous, on ne sait pas. En tout cas, les fils qui traînent, tout le monde voit ça. Les enfants jouent des fois avec ces fils. En tout cas, nous sommes en danger, mais on n'a pas le choix. L'EDM est au courant. Le phénomène perdure. Quelles sont alors les mesures prises par la structure? L'entreprise, elle seule ne peut pas, parce que le phénomène a pris de l'ampleur aujourd'hui. Et hélas, c'est par action conjuguée qu'on peut mettre fin. C'est pour ça qu'il y a un programme qu'on appelle le PASE, le projet d'appui au secteur de l'électricité, qui a une grande composante d'accroissement de la desserte, c'est-à-dire d'étendre le réseau afin que tous ces quartiers puissent bénéficier de réseaux normés et pour mettre fin au phénomène du branchement anarchique. Et qu'en est-il pour les élus locaux qui sont quand même les premiers responsables de la population? Nous sommes quand même impliqués pour sensibiliser la population afin quand même de prendre les dispositions pour éviter certains accidents. Certains comprennent, mais vous savez, ce n'est pas facile avec la population. C'est en tout cas la vie et les biens des milliers de personnes qui sont en danger. Qui doit donc prendre cette situation en main? La question reste posée. Et nous avons ce communiqué de presse à l'invitation du Parti communiste chinois PCC, une délégation du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali séjourne depuis le 29 mars et ce jusqu'au 4 avril 2014 en République populaire de Chine. La délégation du RPM est conduite par le secrétaire général Bokari Trita. Cette visite vise à renforcer les liens entre les deux parties par la signature d'un protocole d'accord et de coopération bilatérale. Sur un tout autre registre, la société Tam Voyage veut promouvoir le tourisme de vision et l'écotourisme des faunes du Banifi, Baoulé et de Souzan dans les cercles de Bougouni et Dioïla. Pour arriver à cet objectif, ces responsables demandent l'appui de l'Agence de l'environnement et du développement durable, nous dit Daouda Silikidjara. Transfert des compétences. À travers un partenariat gagnant-gagnant, l'État et la société Tam Voyage se donnent la main pour entreprendre des actions visant la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Dans le cadre de ce partenariat public-privé, les deux parties ont signé depuis le 6 mai 2013 un contrat d'amélioration. C'est là pour faire des aires de conservation de la faune et de son habitat dans la forêt classée de la Faya, la réserve partielle de faune du Banifi, Baoulé dans le cercle de Bougouni et du Souzan dans le cercle de Dioïla. Il nous a fallu 7 ans de lutte pour faire comprendre aux autorités qui gèrent la forêt qu'il faut intégrer le secteur privé pour pouvoir faire la lutte ensemble. Parce que nous sommes plus proches de la population. Afin de mieux assurer la gestion des forêts, Tam Voyage Sarl a besoin de l'expertise de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Notre mission dans ce travail-là, c'est de chercher à faire comprendre, de chercher à faire connaître, en tout cas cette initiative qui est une initiative nouvelle, qui est une initiative, en tout cas, qu'on pourrait effectivement transporter dans d'autres zones de notre pays. À travers l'aménagement et la gestion des aires de conservation des ressources naturelles, la société Tam Voyage va promouvoir le tourisme de vision et l'écotourisme, ce qui peut sauver le patrimoine naturel et tout en contribuant aussi au développement local. Les expositions en faveur de la 3e édition du Salon artisanal de Bamako se poursuivent au Palais de la Culture. Ils sont plusieurs exposants venus du Mali et d'ailleurs. À prendre part à cette 3e édition, on y trouve divers articles et objets qui ont de la valeur et qui font la valeur et la fierté africaine. Le reportage de Youssouf Diakiti. La 3e édition du Salon artisanal de Bamako est en marche. Un lieu de rencontre d'affaires et surtout d'échanges culturels pour les artisans du Mali et ceux de la sous-région. Nous sommes arrivés avec les produits traditionnels tels que l'asthme, l'ulcère, le diabète, la prostate. On a même pour les hémorroïdes, les infections.
Ici, c'est la tradition, c'est uniquement les feuilles et les plantes qui ont été utilisées. On a amené nos produits transformés, par exemple du djouka, fonio, bashimougou, degedjalan, et puis des instantanés, gingembre, et puis da instantané. Il y a des gâteaux aussi, vous voyez, de l'arachide aussi. Là, on y rencontre plusieurs spécialités, comme celle-ci qui s'occupe de la parure pour femmes. Là, ce sont des piques-cheveux que nous prenons, nous les dames, pour orner nos coiffures. Et puis là, c'est une coiffe que j'ai portée en échantillon pour montrer aux Maliennes que nous avons amené de bonnes choses, de belles choses. Nous avons également rencontré la présidente de l'association des femmes veuves et enfants déshérités, Sabali Boukou. Elle nous explique que l'Afrique, particulièrement le Mali, traverse actuellement une période de profonde mutation, tant socio-économique que culturelle. C'est dire donc, précise-t-elle, que nous devons faire face à la transformation et à la valorisation de nos produits locaux, particulièrement le coton. Et le Sataba 2014 en est une parfaite illustration. Ça se passe au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Afrobaromètre, en collaboration avec le groupe de recherche en économie appliquée et théorique, vient de procéder à la restitution des résultats d'une enquête menée au sein de la population malienne. Pour la remise de ce document étaient présents les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les décideurs. Batraoré, compte rendu. Lancée en décembre 2013, l'enquête d'Afrobaromètre a été effectuée dans toutes les 8 régions du Mali. Elle a concerné plus de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus. Les causes et conséquences du conflit ont d'abord attiré l'attention des enquêteurs. En 2012, les gens mettaient beaucoup plus en avant des causes internes, comme le manque de patriotisme des dirigeants, comme l'incompétence de la classe politique, la faiblesse de l'État. Par contre, en 2013, il y a un renversement un peu de cette opinion-là pour désormais des causes externes. Donc ils mettent beaucoup plus en avant le terrorisme étranger, la convoitise des ressources naturelles et bien sûr aussi la corruption qui relève aussi bien des causes internes que des causes externes. Si en 2012, les Maliens, dans leur grande majorité, étaient pessimistes quant à la démocratie, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale, les résultats de l'enquête montrent aujourd'hui une évolution positive de cette tendance, surtout après l'organisation d'élections apaisées. En 2013, les Maliens ont une plus grande espérance quant à leur avenir, sans doute à cause du regain de sécurité dans le pays, sans doute au sortir des élections présidentielles et législatives qui jugent eux-mêmes honnêtes et libres que nous avons connues, et sans doute aussi à cause de leur espérance que la situation économique du pays pourrait s'améliorer. Afrobaromètre est un réseau de recherche africain regroupant 34 pays. Il a mené cette enquête en collaboration avec le groupe de recherche en économie appliquée et théorique. À Gao, l'État vient de doter l'administration scolaire de la ville de mobilier de bureaux, de matériel roulant, de groupes électrogènes, entre autres. Une donation qui a coûté 200 millions de francs CFA au budget national. Rissa Kone, correspondance. C'est un ouf de soulagement que les responsables des centres d'animation pédagogique de Gao ont ressenti en recevant ces lots conséquents de matériel. Les principaux bénéficiaires sont les 5 CAP et la direction de l'Académie d'enseignement de la région de Gao. Il s'agit des mobiliers, des motos d'été, des groupes électrogènes, une centaine de fauteuils, des tables, des réfrigérateurs, des téléviseurs écran placement, des ordinateurs et imprimantes. La liste est longue. Comme dit l'adage, le jeu en vaut la chandelle. Ce matériel vient à point nommé tant le besoin était ressenti à tous les niveaux en cette fin d'année scolaire qui connaît des examens scolaires dont le bon déroulement nécessite des matériels adéquats. Les conditions de travail très désastreuses dans lesquelles l'administration scolaire se trouvait vont également s'améliorer, permettant du coup un bon rendement. Financé par le budget national pour un montant de 200 millions de francs CFA, cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du département en charge de l'éducation. Bien que les besoins restent encore importants, l'acquisition de ce matériel donnera un souffle nouveau à l'administration scolaire. C'est un grand soulagement pour nous, tant en matériel informatique qu'en moyen de locomotion. Je vous invite à une utilisation judicieuse de ce matériel, à faire preuve d'engagement et de résultats.
Il nous faut être méritants vis-à-vis de l'État qui ne ménage aucun effort pour améliorer nos conditions de travail et de vie. Tout vient à point nommé pour celui qui sait attendre. Notre État n'a point oublié ses fils que nous sommes. Les responsables scolaires n'ont pas manqué de remercier les partenaires dont l'UNICEF, le PAM, Save the Children, Lux Devi, Plan Mali, IRC, les ONG locales, les collectivités territoriales et les communautés de Gao. Lancement à Djoro par l'ONG Groupe d'appui au développement à la base d'un projet de lutte contre l'insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition de 113 millions de francs CFA. C'est le coût du projet, un financement Mali-Canada. Amagire Ogobaradulo, reportage. Ce premier coup de pioche marque le lancement du projet de réduction de l'insécurité alimentaire, de la faim et de la malnutrition dans les villages de Djoro et de Garo. Ce dernier est de la commune rurale de Saint-Zana. Il s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole, consacrée aussi et surtout à un processus innovant de développement privilégiant l'équité du genre. D'une enveloppe totale de 237 millions de francs CFA financée par le Fonds commun de développement Mali-Canada, ce projet aménage un périmètre risicole de 50 hectares en maîtrise totale d'eau à Djoro et un périmètre maraîcher à Garo au bénéfice de 70 productrices. Cet appui du Canada est en lien direct avec les efforts du gouvernement de la République du Mali en matière de réduction de la pauvreté. Basé sur le principe de participation responsable des populations bénéficiaires, les travaux d'aménagement seront exécutés sous forme de haute intensité de main-d'œuvre, surtout des jeunes. Au nom de tous les personnels du GADB, je m'engage solennellement à respecter scrupuleusement toutes les causes de l'entente bipartite. Les différents intervenants à cette cérémonie se sont engagés également à réussir le projet. D'un lancement à un autre, celui-ci a trait au projet d'assainissement de la commune de Gori-Djafounou dans le cercle de Yelimani, financé à plus de 10 millions de francs CFA par les migrants de Gori en France et la mairie de Paris. Ce projet vise à changer le comportement des populations pour favoriser l'assainissement et les mesures d'hygiène individuelle. De Caille, le compte-rendu de Kansoutou Kanouté. C'est dans la joie que sont sortis massivement ce samedi 29 mars 2014 les populations des 10 villages de la commune rurale de Gori-Djafounou pour assister au lancement du projet d'assainissement de Gori. Initié par la commune de Gori et financé par la mairie de Paris et de Grand, par l'association des femmes de Gori en France et l'association communale de Gori en France, ce projet a coûté plus de 10 millions de francs CFA. Le projet d'assainissement de Gori, dont la gestion est confiée à l'association communale de Gori, est un défi à relever pour l'ensemble de la population de Gori. L'assainissement, c'est l'affaire de tout le monde, et les femmes, les enfants, ainsi que la population. Que tout le monde soit beaucoup investi et que tout le monde prenne ce projet d'assainissement à cœur pour que vraiment on puisse développer la commune ensemble. Ce projet vise essentiellement à l'amélioration des cadres de vie dans le village de Gori comme objectif spécifique. Dans sa phase active, à savoir l'enlèvement des ordures ménagères et leur traitement. Le préfet du cercle de Yelimani a quant à lui invité les populations à s'approprier ce projet afin d'assurer leur bien-être. Car selon lui, qui parle d'assainissement parle de santé. Les autorités présentes ont tour à tour remis ensuite des poubelles aux récipiendaires. À noter que ce sont 10 ânes, 300 poubelles et 5 charrettes qui sont désormais à la disposition de toutes les populations de la commune rurale de Gori-Djafounou. Visite de terrain dans les cercles de Mopti, Bankas et Koro des membres du comité de pilotage du programme d'appui au secteur agricole du Mali, PASSAM, en prélude à leur 9e session. Yacouba Maïga, les détails. Cette visite de terrain à Koro, Bankas, Konna, Sampara et Mopti s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires de la 9e session du comité de pilotage du programme d'appui au secteur agricole du Mali prévue le 2 avril prochain.
Elle a porté sur les réalisations faites par le PASAM en termes d'infrastructures, d'équipements et de matériel en faveur des organisations professionnelles agricoles et sur les filières agricoles prioritaires comme l'échalote et le sésame. Les infrastructures demandées réellement par les producteurs ont été réalisées à souhait, que ce soit les parcs à vaccination, les aires d'abattage, les unités de transformation de sésame, l'unité de transformation de l'échalote, les sites maraîchers avec pompes solaires, avec châteaux, des magasins. Il y a un retard accusé par certains fournisseurs dans la livraison des équipements. Et également, il y a la formation qui traîne un peu, mais on a donné des instructions pour que tout cela puisse se faire dans les meilleurs délais. Outre ces réalisations en faveur des producteurs agricoles, la coopération danoise à travers le PASAM a doté la Chambre régionale d'agriculture de Mopti et toutes ses délégations locales de sièges équipés avec toutes les commodités, de même que la direction régionale de l'agriculture de Mopti et le secteur d'agriculture de Bandiagara. Améliorer le statut nutritionnel des femmes et des moins de 2 ans dans la région de Sikasso. C'est l'objectif du projet USAID et Hygiène lancé à Sikasso. Sekou Konaté, les détails. En initiant le présent projet, le gouvernement de la République du Mali, avec l'appui de l'USAID, veut accroître l'adoption des comportements optimaux soutenant la nutrition, la santé, l'assainissement et l'hygiène, la production et l'accès aux aliments riches en nutriments et améliorer l'offre de services nutritionnels de prise en charge de la malnutrition aiguë. Ce projet de 5 ans vise à améliorer l'état nutritionnel de plus de 53 000 enfants de moins de 2 ans et 13 000 femmes en âge de procréer dans la région de Sikasso par la mise en œuvre d'activités en faveur de la nutrition, de l'hygiène et de l'assainissement. Le projet qui sera mis en œuvre par le consortium Servitude SNV couvrira 10 districts sanitaires de la région de Sikasso. Une région qui enregistre le plus fort taux de malnutrition aiguë chez les enfants. Un paradoxe au regard de son potentiel agricole. Save the Children accompagne cette région depuis un certain temps. Je voudrais simplement souligner que ce projet de USAID que nous allons mettre en œuvre en partenariat avec la SNV est un projet qui va continuer et renforcer ce que nous faisons donc déjà pour les enfants dans la région. Une initiative sanitaire qui coûtera plus de 4 milliards de francs CFA. Il me plaît de saisir l'heureuse opportunité pour adresser au nom de hautes autorités nationales nos vifs et sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers, singulièrement à l'USAID. Les objectifs de ce projet répondent parfaitement aux attentes de nos populations et aux préoccupations des pouvoirs publics. Et le projet dispose déjà de bureaux, 3 véhicules et 27 motos, des équipements qui ont reçu la visite du gouverneur de la région de Sikasso. Le président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali était face à la presse. L'organisation voulait partager avec les hommes de médias de certaines préoccupations de l'heure, telles que l'installation des déguerpis des voies publiques. Mamoudou Sidibé. Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinacodem, a voulu à travers cette conférence partager avec la presse ses différentes préoccupations. Ce syndicat n'a pas exposé que des problèmes, il a fait des propositions de solutions. Par rapport à la réinstallation des commerçants déguerpis, le Sinacodem propose l'aménagement des espaces vides qui leur sont proposés, la transformation en équipements marchands et parking des bâtiments administratifs à l'intérieur du grand marché, la gestion déléguée des marchés et beaucoup de souplesse dans l'application des nouvelles dispositions au niveau du fisc. Concernant le marché de Ngolonina, le conférencier dira qu'il a été attribué à un seul opérateur et quant aux incendies à répétition, l'enquête n'est pas de leur compétence, dira le conférencier. Le Sinacodem a tout de même salué l'appui du gouvernement à l'endroit des commerçants des marchés aux roses, des Médines et celui du Kola qui s'élève à 400 millions de francs CFA. Le syndicat des commerçants détaillants est formel. C'est dans l'entente que leur espoir sera comblé. La capitale de l'or blanc, Koutiala, a vibré jeudi dernier au rythme de la tradition et de la diversité culturelle du Miankala. C'était à la faveur de la 6e édition du Félismo. Au RTM Sikasso, le reportage de Daouda Djakiti. Pour cette 6e édition du festival du Miankala Donko Fesmido,
Le rendez-vous était à hauteur des attentes. Ils étaient des centaines de festivaliers venus des contrées de Koutiala à prendre d'assaut le centre populaire de Lafiala pour vivre en harmonie les festivités de l'événement dédié à la valorisation et la préservation de l'héritage culturel du Miankala. Le festival Miankala Donkou est né suite à un constat. Vous comprenez avec moi que nous sommes dans une zone qui regorge beaucoup de folklore. Et ce folklore, au jour d'aujourd'hui, a tendance à disparaître. Donc si rien n'est fait, ça veut dire que notre identité est partie à jamais. Du Nyogo de Oula au balafon de Moulibaly Keïta en passant par le Komodounou de Pokoso et le Doukan, pendant 4 heures d'horloge ont permis au public de découvrir toute la richesse culturelle du Miankala. Et les autorités apprécient. Au-delà de son aspect festif, ce festival est un véritable outil de développement. Parce que les expositions d'objets d'art que vous voyez, les pas de danse et autres pans de culture Miankala, qui n'est pas connu malheureusement de la jeune génération. Donc c'est une occasion pour toute la population de découvrir cette riche culture Mianga et d'en tirer profit et de transmettre cette connaissance à la génération future. Occasion pour les organisateurs de rendre un hommage mérité à la marraine Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme Aïssata Bengali et les autres partenaires pour leur accompagnement. À rappeler que cette 6e édition du Fest-Mido était placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Ce rendez-vous à retenir avant d'ouvrir la page sport. Le statut de l'opposition, c'est le sujet de votre émission Questions d'actualité de ce dimanche soir. Les échanges portent essentiellement sur pourquoi faut-il un statut pour les partis politiques de l'opposition. Le RPM, l'URD, SADI et le Forum des organisations de la société civile sont les invités de cette émission. Question d'actualité, c'est après ce journal et la page du PMU Mali. Sport, football, qualification du Djoliba AC pour le tour de cadrage de la Coupe CAF. Les Rouges de RMA Kono ont battu Wadi Degla d'Égypte au tir au but 3-2. Le résumé du match, c'est avec Siragatou Sissi. Le miracle a eu lieu. Le Djoliba AC se qualifie pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Les supporters en communion saluent la prestation des héros du soir. Battu 2-0 au Caire par Wadi Degla Sporting Club d'Égypte, le Djoliba AC a remis les pendules à l'heure en inscrivant 2 buts, tous en seconde période. 60e minute, Amara Malé en extension sur un travail remarquable du latéral gauche Abdoulaye Traoré trompe l'expérimenté gardien Essam El Haddadi. 70e minute, Hamidou Siniago sur un centre à ras de terre d'Amara Malé surgit et catapulte le ballon au fond des filets. 2-0. Le Djoliba AC revient de loin. Comme le prévoit le règlement, place au tir au but. Le Djoliba AC l'emporte 3-2 et se qualifie pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. On a cru vraiment du début jusqu'à la fin, c'est ce qu'on s'était dit. Donc pourquoi ne pas croire à notre chance? Parce que vraiment, vu le match aller, c'est vrai on a perdu 2-0, mais de laquelle manière? Je dédie ça à tous les supporters du Djoliba. Depuis le début, je sentais que cette équipe égyptienne manquait sur le plan physique. Et on les a rythmés un peu en première mi-temps. Et après, ils sont tombés un peu dans le chaos physiquement. Les Rouges disputent ce passage obligé avant la phase lucrative de poule. Le Djoliba AC connaîtra son adversaire à l'issue du tirage au sort ce mardi au siège de la CAF. Félicitations au Djoliba, mais pas de miracle pour l'AS Real en Ligue des Champions. Tenu en échec à Bamako il y a une semaine, le Real a été battu cet après-midi par l'Espérance de Tunis, 3-0. Les Scorpions, tout comme les Rouges, joueront le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Et maintenant, notre dossier culturel du dimanche, je vous amène dans le Mali profond à la rencontre de la culture bois dans le village de Mafouné à la frontière Mali-Burkina Faso. Parmi les richesses culturelles de cette population,
On peut citer le Fleri Nimini, une danse de génération, et le Bébé, une danse folklorique des femmes. Le dossier culturel, une réalisation de Cheikh Oumar Sangari. Mafouné, chef-lieu de la commune qui porte son nom dans les cercles de Tominia. Nous sommes à 5 km de la frontière et le premier village du Burkina Faso, Ben, est à 7 km. Ici vit une communauté bois appelée les Nina. Parmi les us et coutumes des bois de Mafouné, il existe plusieurs danses traditionnelles comme le Fleri Nimi. Cette danse s'exécute entre le mois de décembre et février. Nous l'appelons Fleri Nimi. C'est par groupe de générations qu'on danse le Fleri Nimi, uniquement les membres de la même génération. Les parures des danseurs du Fleri Nimi sont à base de kori. Contrairement à certaines danses qui sont pratiquées lors de l'ouverture de la brousse en prélude de l'hivernage, le Fleri Nimi est une danse qui intervient après les récoltes. Il est exclusivement dansé par génération. Il y a aussi une manifestation folklorique des femmes appelée Bébé. Certains pas de danse de Bébé symbolisent l'entente et la solidarité dans la communauté des Nina. D'autres sont beaucoup plus physiques comme celle-ci, surnommée Mali Don ou la danse du Mali. Dans les zones frontalières, l'attachement au patrimoine et au Mali est une question de fierté. Ces pas de danse font partie de nos traditions. Les femmes font la fête du bébé au début du nouvel an. Au sein de cette communauté, le grenier est essentiel dans la stabilité de la famille. Il y en a deux sortes. L'un à l'intérieur de la maison, accessible à tous, l'autre dans la cour, systématiquement interdit aux femmes. Le grenier de l'extérieur est pour nous les hommes. C'est notre secret. Une femme ne prend pas de céréales dans ces greniers de dehors. Cela est interdit au point où une femme ne doit même pas voir l'entrée de ces greniers. Par contre, celui de l'intérieur est accessible à tous, hommes et femmes à la fois. Le village de Mafouné n'est pas à l'abri de la déperdition de nos us et coutumes. Il y a de ces us et coutumes de notre village que moi-même je ne connais pas. Je peux dire que même certains, plus vieux que moi, ignorent ces pratiques culturelles qui disparaissent ainsi. L'ambiance est cordiale et la cohabitation se passe plutôt bien entre les habitants de Mafouné et leurs voisins burkinabés. La collaboration se passe bien entre nous. Il y a beaucoup de choses qui nous lient, comme le mariage, les travaux champêtres. Pour maintenir le sourire aux lèvres dans le village, le griot est constamment à l'œuvre. Ses cris sont incitatifs et galvanisent les danseurs, transformant les regroupements en véritables réjouissances populaires. Et ça, c'est le Mali authentique. Voilà le Mali dans toute sa splendeur et sa diversité. Merci à toi, Cheikh Oumar Sangaré. Sur ce se referme ce journal. Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation et à vous qui l'avez suivi demain 13h, 10h, 13h. Mohamed Touré et la grande édition sera une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous souhaite une excellente nuit et un bon début de semaine. Bonsoir à tous.